Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu hors série, consacrée à la stratégie et à la tactique. On va complètement être en territoire de basketologie. Une vidéo qui m'est venue après la fin de match entre les Sixers et les Rockets. Une vidéo qui va être consacrée à cet usage qui est très très peu répandu en NBA, qui est de faire faute volontaire alors qu'on a des points d'avance au scoring dans une fin de match. On n'est pas dans une situation où on fait faute pour revenir au score, on est dans une situation où on mène et on fait volontairement faute sur l'adversaire pour reprendre entre guillemets son destin en main. Comme je vous le disais, ça m'est venu en tête après le match de la nuit passée entre les Sixers et les Rockets. À 6 secondes 4 de la fin, les Sixers avaient 2 points d'avance, remise en jeu pour les Rockets qui ont très bien exécuté en attaque. Les Sixers, entre parenthèses, ont très très mal défendu. Il y a eu un drive de Harden. Embiid est venu doubler sur Harden en laissant Gordon tout seul à 3 points dans le corner. Il est venu aider sur la première passe. Erreur fatale, l'aide si elle doit venir, elle vient toujours de l'opposé. Embiid aurait dû rester en marquage sur Gordon pour ne pas le laisser tout seul. Gordon récupère la balle, il fait une petite feinte, Embiid saute dans la fin de deuxième erreur. Et au final, Gordon a un tir à 3 points relativement ouvert, voire même non contesté, dans le corner, une zone où il est à plus de 40% de réussite, et il sanctionne au buzzer, et les Rockets s'imposent sur le fil. On ne peut pas s'imposer plus sur le fil, et s'impose de 1 point 105 à 104. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les Sixers n'auraient pas eu intérêt à faire faute volontaire ? Le principe, c'est on mène de 2 points à la toute fin d'un match, on est en défense. Est-ce que finalement c'est une bonne idée de faire faute volontaire ou pas sur l'adversaire ? Alors spontanément, il y a plein de réactions très très différentes à ce postulat. C'est pas du tout dans l'usage de la NBA, c'est pas une pratique du tout dans l'usage de la NBA. On le voit beaucoup plus en basket FIBA, mais c'est pas du tout dans l'usage de la NBA. Et est-ce qu'ils ont raison de ne pas le faire ? Est-ce qu'ils ont tort de ne pas le faire ? Eh bien, on va y réfléchir. Et on va essayer d'une manière la plus objective possible de traiter de tout ça. L'objectif de cette tactique, c'est bien entendu de ne pas prendre de tir à 3 points, parce qu'on ne va pas laisser l'adversaire prendre ce tir. Donc on ne va pas perdre le match au buzzer comme les Sixers. L'objectif aussi, c'est de casser le tempo, arrêter l'horloge, pour avoir, nous, le dernier ballon du match et pas l'adversaire. Et l'objectif, c'est de contrôler du coup le scénario de la fin du match, le scénario de la fin de rencontre. On va pas faire de blabla, on va pas déblatérer pendant des heures sur quelle stratégie vaut mieux que celle-là, on va aller au factuel. On va aller dans les faits, et vous savez que ça me tient à cœur sur cette chaîne. Alors, pour aller dans les faits, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, on va aller regarder quel est le choix le plus pertinent à la vue des différentes probabilités, des différents scénarios possibles. Ça ne sera pas une vérité absolue, parce qu'on va être dans une tendance générale, mais au moins on se rapprochera le plus possible de l'objectivité. En 2016-2017, je suis allé chercher les stats, je suis allé faire le calcul. Quand il restait moins de 30 secondes à jouer, dans des rencontres à plus ou moins 2 points d'écart pour l'ensemble de la NBA, donc j'ai fait une moyenne généralisée. Donc on est exactement dans le scénario du match entre les Rockets et les Sixers dont je viens de vous parler. Eh bien, la saison passée, dans ces conditions-là, la réussite était de 36,3% sur les tirs à 2 points et elle était de 23,5% sur les tirs à 3 points. Donc, vous voyez que les pourcentages de réussite dans les fins de match serrés, où il reste très peu de temps, ne sont pas si bas que ça. Ils sont relativement bas, mais ils ne sont pas si bas que ça. Première notion déjà à avoir en tête. Donc, si on veut traduire ça en termes de probabilité, si on choisit de ne pas faire faute, comme les Sixers, on ne fait pas faute volontaire, eh bien, on a 36,3% de chances d'aller en prolongation, d'aller en overtime, ou on a 23,5% de perdre le match. Donc, si on veut vraiment faire simple, une chance sur 3, il y a prolongation, une chance sur 4, on perd le match. Voilà les données.
Évidemment, tout ça va fluctuer en fonction de la qualité défensive de l'équipe. Ces probabilités seront beaucoup plus basses face à une très très bonne défense, beaucoup plus élevées face à une mauvaise défense, mais on est dans une moyenne. On pourra avoir une vue généralisée pour essayer d'aller vers le truc le plus viable, le plus objectif. Gardez bien ces données-là en tête. Okay. Si maintenant on fait faute, par exemple, dans ce match-là, on fait faute à ce moment-là. Au moment où Ryan Anderson, vous voyez, il récupère la balle. On choisit de faire faute tout de suite. Alors bien entendu, on fait ça en intelligence. On va pas s'amuser à faire faute sur le mec qui s'apprête à tirer à 3 points. On fait ça en intelligence. Mais on choisit de faire faute, de casser tout de suite la dernière possession. On accorde donc 2 lancers francs à l'adversaire, en partant du principe qu'on est dans le bonus, mais ce qui est souvent le cas sur les fins de match. Donc on accorde 2 lancers francs à l'adversaire. Il y a une chose qui est très 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 importante à avoir en tête. Je vous renvoie niveau lycée dans vos cours de mathématiques. Avoir 75% de réussite au lancer franc, pourquoi j'ai pris 75%? Parce que c'est la moyenne de toute la NBA de réussite au lancer franc sur les 5-6 dernières années. L'année dernière c'était 77, mais sur les 4-5 années avant c'était 75. Donc en gros, la NBA en moyenne tire à 75% au lancer franc. Donc, quand vous avez 75% de réussite au lancer franc, ça ne veut pas dire qu'il y a 75% de probabilité que l'adversaire y mette ses 2 lancers. Et non, attention. Je vais vous l'expliquer parce que c'est contre-intuitif. C'est un petit peu comme le problème de Monty Hall. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que ce problème de Monty Hall, aussi appelé le paradoxe de Monty Hall, même si c'est pas du tout paradoxal, tapez-le sur Google et vous aurez appris quelque chose de fascinant. C'est exactement comme le problème de Monty Hall, c'est contre-intuitif. Et c'est pour ça qu'il faut l'écrire noir sur blanc pour bien le comprendre. Avoir 75% de réussite au lancer franc, ça veut dire que vous avez 75% de probabilité de mettre votre premier, et ensuite 75% de mettre votre deuxième. Donc, vous avez 75 fois 75% de probabilité de mettre les deux. Et 75 fois 75, ça fait pas 75, ça fait 0,56. Donc, sur faute volontaire pour 2 lancers sur un joueur à 75% de réussite, il y a en fait 56% de probabilité qu'ils mettent les deux. Déjà c'est pas pareil. Déjà, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Ça va être beaucoup plus explicite dans le cas d'un tireur qui a 50% de réussite au lancer franc. Vous faites faute sur un Shaquille O'Neal, par exemple, à l'époque, qui était à 50% de réussite au lancer franc. Il y a donc 0,25 de probabilité qu'il fasse 2 sur 2. 25% de probabilité qu'il fasse 2 sur 2. A contrario, 25% de probabilité qu'il fasse 0 sur 2. Et on retrouve au final 50% de probabilité qu'il fasse 1 sur 2. On retrouve ces 50% de réussite. Ok? Eh bien, voilà déjà le premier paradoxe à avoir. C'est pas un paradoxe, mais la première donnée à avoir en tête. Là, on est sur de la basketo-logique. Ok? Donc, si vous faites faute sur un joueur moyen, il y a en fait 56% de probabilité qu'ils mettent les deux, qu'ils permettent à son équipe d'égaliser et que le score soit à égalité. Okay, donc déjà, ça vaut peut-être déjà le coup, d'accord? Mais vous allez me dire, attends, d'un côté, il y a 36% de probabilité qu'ils mettent un tir classique, et tu es en train de me dire que ça vaut peut-être le coup de lui laisser 56%. Là, il n'y a pas photo, il y a 20 points de différentiel de pourcentage entre les deux, ça vaut pas le coup. Mais, il y a une chose à avoir en tête. C'est que si vous faites faute volontaire, l'équipe qui a choisi de faire faute volontaire, elle récupère la possession et elle a une opportunité à son tour d'aller gagner le match au buzzer. Donc, elle a cette équipe qui vient de faire faute volontaire, qui a pris 2 lancers et qui a la possession pour essayer de gagner le match. Elle a à son tour 0,36% de probabilité de gagner le match en marquant à 2 points. Ou, à contrario, on se retrouve dans un scénario où il y a 64% de probabilité, vu que le score est à égalité, qu'on aille en prolongation. Et si, vous prenez 0,36, que vous le multipliez
par 0,64, eh bien vous arrivez à 0,35,8. Donc vous avez 35,8% en fait, quand vous faites faute, de partir en prolongation. Et du coup, eh bien ça revient au même. Ça revient exactement au même. Si vous ne faites pas faute, il y a 36% de risque d'aller en prolongation en prenant un 2 points. Et si vous faites faute, avec derrière la possibilité à votre tour de gagner le match, eh bien ça revient au même. Vous vous retrouvez à 36% de probabilité d'aller en prolongation. Et donc, ce mécanisme de faire faute volontaire, contrairement à ce qu'on m'a souvent répondu, c'est pas l'assurance d'offrir la prolongation à l'adversaire. C'est la même probabilité, toujours évidemment sur les pourcentages de réussite standard. Sauf que, il y a une donnée en plus. Mais. J'aime bien toujours glisser des mais. La probabilité de 25% de perdre le match, dont je vous ai parlé au tout début sur un tir à 3 points, eh bien elle a disparu, parce que vous n'avez pas laissé l'opportunité à l'adversaire de tenter ce 3 points. Et ça change tout en fait. Vous gommez la probabilité de perdre le match et vous êtes dans la même situation pour ce qui est d'aller en prolongation. Alors, en toute objectivité, il y a à peu près 5% de probabilité, même en faisant faute, de perdre le match. C'est très compliqué à calculer parce qu'on explore des données sur lesquelles il n'y a pas de statistiques. Mais sur les standards, on va dire, sur les standards de la NBA, on va considérer qu'il y a quand même 5% de perdre le match, même si vous avez fait faute, si par exemple l'adversaire va prendre un rebond offensif sur les lancers francs, si vous avez mal bloqué. Ou si pendant votre séquence offensive finale où vous jouez la gagne, vous perdez la balle et que derrière vous prenez une contre-attaque et que l'adversaire a le temps de marquer. C'est des probabilités qui sont très très fines, qui sont très très minces, c'est déjà arrivé dans la NBA. Ne me dites pas ça, je l'ai vu, je l'ai vu, donc ce que tu dis c'est faux. Je vous dis, il y a à peu près, d'après mes calculs, 5% de probabilité que ça arrive. Donc, il y a effectivement, sur cette stratégie de la faute volontaire, il y a une vraie réflexion à avoir. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas non plus qu'il faut absolument pas le faire, c'est à méditer. Il faut réfléchir et les données ne sont pas aussi manichéennes que ça, c'est pas forcément tout blanc, c'est pas forcément tout noir. Évidemment, c'est à relativiser avec les forces et les qualités de chacun, mais il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus parce qu'au vu des données que je vous ai présentées, qui sont factuelles, qui sont certes généralistes, mais qui sont factuelles, eh bien, faire faute volontaire, c'est pas forcément synonyme de forcément aller en prolongation. C'est peut-être aussi, eh bien, explorer un scénario où l'adversaire n'a pas la possibilité de vous battre au buzzer, ou en tout cas, cette possibilité-là, elle est vraiment mini. Donc, il y a pour moi un usage qui n'est pas du tout répandu dans la NBA, qui tactiquement est peut-être à explorer. Après, ça fait des fins de match qui sont super pas agréables à voir, où c'est des festivals de lancers francs, où c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec vous, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Je vous rejoins complètement là-dessus. Mais d'un point de vue purement tactique, ça vaut peut-être le coup. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.